Merci d'être ici en cet instant. J'aimerais tout d'abord vous parler de mes projets pour cette nouvelle année. Dans les semaines qui arrivent, vous découvrirez une histoire en plusieurs parties. Cette dernière n'est pas ma création. La base a été écrite par Gaëtan Mucciante. Je vais juste étoffer son histoire, mais je dois dire que j'ai été époustouflée par son récit. Je te remercie du fond du cœur pour ta confiance. Je vais d'ailleurs mettre en place une nouvelle série de vidéos que je nommerai les instants maléfiques, où cette fois je raconterai vos anecdotes, vos moments de peur, vos expériences paranormales ou ce qui vous a terrorisé. Pour cela, je vous laisse mon mail en description de cette vidéo. Mais vous pouvez également m'envoyer cela par messagerie privée sur mes réseaux sociaux si vous préférez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous désirez être anonymisé pour l'occasion. Je continuerai également à vous partager mes propres écrits et des histoires comme celle de ce soir. Voilà, je vous laisse à présent découvrir une nouvelle histoire réelle et maléfique. Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. Je vous emmène avec moi dans l'État du New Jersey et plus précisément dans la petite ville de Long Branch. Durant le soir du 31 décembre 2017, un événement horrible va bouleverser la communauté de Long Branch. Ce soir-là, dans une petite maison pavillonnaire du 635 Wall Street, alors qu'il est à peine 23h45, des coups vont retentir. Loin d'un feu d'artifice prévu pour le nouvel an, ce ne sont pas moins de 14 coups de fusil semi-automatique Century Arms C-39 V2 qui vont mettre fin à 4 vies. Alors que toute la famille installe les plats sur la table pour le dîner du réveillon, l'adolescent de la famille, âgé de 16 ans, lui, monte à l'étage. À l'abri des regards, il rentre dans sa chambre, enfile une veste en cuir et une paire de lunettes de soleil, puis il récupère l'arme et une paire de bouchons d'oreilles pour se protéger du bruit des coups de feu. Il éteint la lumière et attend patiemment. En bas, il entend le reste de sa famille discuter et rire. L'ambiance est bonne, l'odeur du repas rampe le long des escaliers. L'adolescent attend encore. Il sait que sa mère va bientôt franchir sa porte pour lui indiquer que le repas est prêt. Et comme prévu, la porte s'ouvre doucement. Il lève son arme et tire 4 fois directement dans le visage de sa mère. Linda Koloji, 44 ans, tombe au sol, morte sur le coup. Les bruits qui viennent de résonner à l'étage affolent son père qui se précipite à son tour dans la chambre du garçon. Là, des coups de feu claquent de nouveau. Atteint au dos et au torse, Steven Koloji Senior, 42 ans, expire son dernier souffle.
Plus personne ne passe la porte de sa chambre. L'adolescent décide donc de descendre pour continuer le massacre. Sur son chemin, il va rencontrer la compagne de son grand-père et va lui tirer dans le torse à de nombreuses reprises. La vieille femme de 70 ans, Marie Schuss, s'éteint à son tour avant les 12 coups de minuit. En arrivant dans la cuisine, Brittany Colodgy, 18 ans, toujours assise à table, lève des yeux craintifs vers son jeune frère. Tétanisée par la peur, elle ne tente même pas de bouger alors qu'il braque l'arme contre elle avant de lui tirer 3 balles dans la tête. Il veut continuer son massacre, mais il sera stoppé par l'arrivée de son grand-père. Alors qu'il découvre le corps de sa compagne baignant dans son sang, il tombe à genoux et demande à son petit-fils pourquoi il a fait ça. Comment a-t-il osé? Il pleure et crie, ce qui surprend le jeune homme. Il va laisser l'arme contre un mur au rez-de-chaussée et va s'enfermer dans sa chambre en attendant la police. Lorsque les forces de l'ordre viendront l'interpeller, il restera de marbre et se laissera conduire au poste sans aucune résistance. Le 31 décembre 2017, Scott Colodgy, 16 ans, vient de tuer 4 membres de sa famille de sang-froid. Le soir du réveillon, la police est très vite intervenue sur les lieux grâce à un appel passé au 911. Dans la maison, outre les 4 membres décédés, le grand-père survivant ainsi que Scott, l'ado meurtrier, il y avait également une tante et un oncle, Michel et Richard Molino, ainsi que le frère de Scott, Stephen Colodgy Jr., et sa petite amie de l'époque, Rafaela Bontempo. Durant le massacre, cette dernière trouvera refuge derrière le réfrigérateur de la cuisine, et c'est de sa cachette qu'elle avertira les secours. En quelques heures à peine, Scott sera appréhendé, interrogé par les policiers et transféré par la suite au centre de détention pour mineurs du comté de Middlesex. De par la cruauté et la froideur de son geste, malgré son jeune âge, un procès va s'ouvrir en 2022 pour qu'il soit jugé comme adulte et non plus comme un enfant. L'enquête aura été vite bouclée, mais les jours qui suivent l'ouverture du procès seront riches en rebondissements. Lors du procès, de nombreuses zones d'ombre seront exposées. L'arme utilisée par Scott lors de cette dernière réunion familiale mortelle n'est autre que l'arme de son propre père, Stephen Colodgy, vétéran de l'armée. Scott avait donc accès à une arme professionnelle au sein même de son foyer. Il a pu par le passé apprendre à tirer avec, et la préméditation sera d'ailleurs retenue contre lui, lorsque les autorités découvriront qu'il a fait des recherches sur Internet concernant les munitions. En tête de ces recherches, les balles d'un fusil semi-automatique peuvent-elles transpercer les gilets pare-balles de la police? C'est lorsque les premiers témoins se sont présentés devant la cour que les choses se sont corsées. Alors que la tante, le grand-père et le plus jeune de ses frères se sont portés du côté de l'accusation, un membre de sa famille, lui, se présente du côté de la défense, le demi-frère de Scott, Jonathan Ruiz. Il faut savoir que tout au long de sa détention dans le centre pour mineurs, le profil psychologique de Scott a été établi par de nombreux professionnels de la santé. Cependant, ils n'ont jamais réussi à sortir un profil complet sur lequel s'accorder. C'est dans cet état d'esprit que Jonathan Ruiz a tenté d'expliquer à la cour comment vivait Scott jusqu'en 2017. Il expliquera qu'il avait toujours connu un frère diminué dans ses capacités mentales en rapport à son âge, que leur mère l'aidait toujours à s'habiller le matin, même à 16 ans,
que parfois il dormait encore avec ses parents à cause de la peur du noir. En 2017, courant novembre, alors qu'il avait aidé ses parents à préparer les cadeaux de Noël, Jonathan avait dû inscrire de la part du Père Noël sur les étiquettes des cadeaux, car Scott, du haut de ses 16 ans, croyait toujours à l'existence de ce dernier. Il terminera son témoignage en larmes, en expliquant que le soir du réveillon, il était passé en coup de vent et n'avait remarqué aucun changement dans les habitudes des uns ou des autres. Bien au contraire, l'ambiance était joyeuse et douce. Les différents psychologues se présentent à leur tour devant le juge pour parler du passé de Scott et de son évaluation psychologique. Reconnu comme autiste et ayant été scolarisé chez lui à cause de ses troubles mentaux, pour eux, il est impensable de le juger correctement. À leurs yeux, il aurait connu un épisode psychotique sévère, qui serait les conséquences d'une maladie mentale pour laquelle il n'avait jamais été traité durant les années précédentes. L'un des avocats de la défense profitera de cette intervention pour parler de l'interrogatoire de son client. Scott, alors en garde à vue, a avoué qu'il avait eu des hallucinations auditives depuis l'âge de 7 ou 8 ans, qu'il subissait souvent des hallucinations bizarres et visuelles, notamment celle d'une femme transparente flottant au niveau du plafond de sa chambre. D'ailleurs, d'après son récit, cette entité était bien présente le soir des meurtres. Il a avoué qu'il avait toujours aimé sa famille, d'aussi loin qu'il s'en rappelait, et que ce jour-là, il avait l'impression de regarder un film alors qu'il tirait avec le fusil, comme s'il était en dehors de son corps, conscient d'appuyer sur la gâchette, mais totalement indifférent à son geste. Ces déclarations auraient pu lui assurer une peine minimale, un geste de folie pure aux conséquences graves, mais non préméditées. C'était sans compter les révélations qu'allait faire sa tante Michelle Molino. La sœur de Linda Cologgi prendra la parole et dévoilera aux jurés des moments de vie qui pourraient changer leur vision du dossier. Chaque vendredi, elle et Linda prenaient la voiture et partaient faire des journées shopping après avoir laissé Scott dans une école pour enfants ayant des besoins fonctionnels spécifiques. Là-bas, il était question de cours, de libre-échange et de suivi avec un thérapeute. C'est ainsi qu'un vendredi, sur le chemin de l'allée, elle surprit une conversation entre sa sœur et son neveu. Ce dernier expliquait à sa mère qu'il devait absolument parler au thérapeute, car il sentait qu'il avait de plus en plus envie de faire du mal à sa famille. Ce à quoi Linda aurait formellement interdit à son fils de parler de ça à une personne extérieure. Elle avait peur qu'on lui enlève la garde de Scott ou qu'il finisse ses jours en asile. Michelle expliquera également que quelques semaines avant le Nouvel An, elle avait fait une partie de Cluedo en famille avec eux, et que ce soir-là, Scott avait eu un geste absolument déplacé. Il aurait pris le pion en forme de revolver et aurait fait mine de tirer sur ses deux parents avant de filer dans sa chambre et de s'y enfermer pour le reste de la soirée. Michel, secoué par cet incident, a donc parlé à sa sœur, mais Linda l'aurait interrompu en lui expliquant que tout cela n'était qu'un jeu dans la tête de Scott et qu'il ne fallait pas y voir du mal. Méfiante et apeurée pour le reste de sa famille, de retour dans sa maison, elle a affirmé à son mari: «Il y a une arme à feu dans le foyer, et je sais que ça va vraiment arriver. J'ai peur pour eux.» Il ne faudra malheureusement attendre que quelques semaines pour que son pressentiment devienne réalité. Après les réquisitoires des uns et des autres, le jury s'est retiré durant 15 minutes pour s'accorder sur un verdict.
Alors que la défense demandait à peine 30 ans de prison, au vu du dossier psychologique de leur client, les 14 jurés se sont mis d'accord pour une peine bien plus lourde. Due à la préméditation et à la froideur de son acte, Scott Kology sera transféré dans une prison pour tueurs et purgera une peine de 150 ans de prison. Le juge de la Cour supérieure, Marc Lemieux, qualifiera Scott d'homme diabolique. Le juge ordonnera donc qu'il purge 85% de la peine, soit 127 ans, 6 mois et 4 jours, avant de pouvoir considérer une libération conditionnelle, en vertu de la loi de l'État sur la non-libération anticipée. L'intention de ce tribunal est que cet accusé ne revoie plus jamais la lumière de l'extérieur d'une cellule de prison. Le 30 juin 2022, Scott est donc assuré de passer sa vie derrière les barreaux d'une prison fédérale. Cette histoire a fait grand bruit aux États-Unis. Il n'est pas rare que lors d'un procès, des évaluations psychologiques soient dressées par des professionnels pour connaître tous les tenants et les aboutissants d'un acte aussi cruel qu'un meurtre. Mais étrangement, dans le cas de Scott Kology, son dossier médical n'a pas joué en sa faveur. Autisme, psychopathie, confusion mentale ont pourtant été mis en avant durant de longs mois. Pensez-vous qu'il était réellement en incapacité de comprendre ce que les coups de feu allaient engendrer? La mort, la douleur, l'anéantissement de son cocon familial? Avait-il une réelle chance de ne pas passer à l'acte s'il avait été pris en charge les mois précédant le réveillon? Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas expliqué les vraies raisons de son geste meurtrier. J'espère que cette histoire vous a plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite à tous une excellente année. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.